Imaginez que vous naissiez descendant des dragons célestes. Vous êtes littéralement considéré comme un dieu vivant au-dessus de 8 milliards d'êtres humains. Et du jour au lendemain, tout s'effondre. Vous vous retrouvez projeté en enfer et les gens qui se prosternaient devant vous hier sont en train de vous attacher à un mur pour vous brûler vif. C'est comme ça que commence l'histoire de Don Quichotte Doflamingo, un enfant brisé qui va devenir le monstre le plus lucide de toute l'œuvre. Doflamingo n'est pas juste un méchant impulsif, il est la conséquence directe d'un système corrompu qui transforme des enfants en démons. Et aujourd'hui, on va décortiquer comment Oda a construit cet antagoniste à travers ses traumatismes, ses relations familiales et sa philosophie du chaos. Avant de parler du monstre, il faut comprendre la bulle dans laquelle il a grandi. Marie-Joie. À 8 ans, Doflamingo possède déjà des esclaves. Personne ne lui dit que c'est mal. Au contraire, on lui enseigne que c'est son droit de naissance, qu'il appartient à une race supérieure. Mais un beau jour, son père, Don Quichotte Homing, prend une décision sans mesurer ce qu'elle implique. Il renonce à son statut divin pour aller vivre parmi les hommes normaux. L'intention de Homing est noble, mais elle souffre de 2 erreurs tragiques. Premièrement, la naïveté. Il pense qu'en quittant le système, il se rachète une conscience, sans réaliser que le système continue d'opprimer le monde. Et deuxièmement, l'ignorance du peuple. Homing oublie que pour les humains normaux, les dragons célestes sont le symbole de 800 ans de torture. Quand la famille s'installe dans une ville ordinaire, le petit Doflamingo s'attend à ce que les gens s'inclinent. Quand ses origines sont découvertes, la haine de 8 siècles d'oppression s'abat sur cette famille. La maison est brûlée, la mère meurt de maladie dans une décharge sans médecin, et Homing et ses 2 fils se font capturés et crucifiés par la foule. À 10 ans, suspendu au-dessus des flammes, sous le hurlement d'une foule en colère, Doflamingo tire la seule conclusion logique pour son esprit d'enfant. Le monde est injuste et la seule chose qui compte, c'est le pouvoir. Traumatisé, Doflamingo va prendre une décision irréversible à seulement 10 ans. Il va tuer son propre père d'une balle dans la tête. Ce n'est pas juste un excès de colère, c'est un calcul. Il pense que s'il ramène la tête du traître à Marie-Joie, les dragons célestes le reprendront. Mais la réalité le frappe une seconde fois. Pour eux, il est désormais un paria. Il est maintenant rejeté par les hommes d'en bas et par les dieux d'en haut. C'est à ce moment précis que survient un tournant majeur, sa rencontre avec Trébol, Diamante, Pika et Vergo. Ces 4 criminels ne voient pas un gamin traumatisé à secourir. Ils voient un élu, un gamin de 10 ans qui possède le haki des rois et un sang royal. Et au lieu de le soigner, ils vont nourrir son complexe de supériorité. Il lui offre le Ito Itonomi, lui mettent une arme dans la main et lui répètent exactement ce qu'il veut entendre. Qu'il est né pour être un roi et qu'ils exécuteront tous ceux qui se dresseront sur sa route. La Don Quichotte Family est née, une famille de substitution bâtie non pas sur l'amour, mais sur le culte d'un dieu vengeur. Dans cette descente aux enfers, il y a un paramètre fondamental, son petit frère, Corazon. Les 2 ont subi le même lynchage, la même faim, la mort de leur mère. Pourtant, l'un est devenu un monstre et l'autre est devenu un homme d'une bonté infinie. Pourquoi cette différence ? Je pense que c'est parce que Doflamingo était assez âgé pour se souvenir du paradis de Marie-Joie. Il a vécu la perte de ses privilèges comme une injustice et a choisi la haine. A l'inverse, Corazon était plus jeune, moins imprégné de l'arrogance des dragons célestes. Il a vécu la même souffrance mais a choisi un chemin clairement différent. Quand Corazon réapparaît 14 ans plus tard en tant qu'infiltré de la marine, la dynamique entre les 2 frères devient poignante. Doflamingo, malgré toute sa noirceur, aime son frère. Il lui donne la place de bras droit et cherche à le protéger. Et Corazon, lui, voit la vérité. Son frère est devenu un démon irrécupérable qu'il faut arrêter à tout prix. C'est là qu'intervient Trafalgar Waterloo. Quand Law arrive dans la famille à 10 ans, condamné par le saturnisme et fou de rage après le massacre de sa ville, Doflamingo se reconnaît en lui. Il voit un enfant brisé par le monde et veut en faire son héritier. Corazon, lui, voit autre chose. Il voit un enfant qu'on peut encore sauver. Il va abandonner sa mission d'infiltration pour emmener Law d'hôpital en hôpital. Et quand il réussit à lui faire avaler le Hopeopenomi pour le guérir, la trahison est découverte. La suite, vous la connaissez tous. Dans la neige, Doflamingo fait face à son frère. En abattant Corazon de plusieurs balles, Doflamingo n'élimine pas seulement un traître. Il éteint définitivement la seule lumière qui pouvait encore le rattacher à l'humanité. Law devient alors le miroir réparé de Doflamingo. Tous les 2 étaient des monstres façonnés par le malheur, mais Law a été sauvé par l'amour de Corazon, tandis que Doflamingo a refusé d'être sauvé. Toutes ces épreuves amènent Doflamingo à développer la philosophie la plus cynique et la plus réaliste de One Piece. Devenu Shichibukai et cerveau du marché noir sous le nom de Joker, il maîtrise le monde par l'influence et le chantage. Et pendant la guerre de Marineford, il prononce ces lignes devenues cultes. 海賊が悪、海軍が正義、そんなものはいくらでも塗り替えられてきた。平和を知らねえガキどもと戦争を知らねえガキどもとの価値観は違う。頂点に立つ者が善悪を塗り替える。今この場所こそ中立だ。
正義は勝つって、そりゃそうだろう。勝者だけが正義だ。 Ce discours est terrifiant parce qu'il met à nu le système du gouvernement mondial. La morale n'existe pas dans le monde de Doflamingo. Seule la victoire réécrit ce qui est bien ou mal. À Dressrosa, Doflamingo applique cette philosophie jusqu'au bout. Il prend le contrôle du royaume en une nuit en manipulant le roi Riku, transforme ses opposants en jouets oubliés de tous et fait régner une illusion de bonheur. Mais comme vous le savez, son empire va s'effondrer face à Law et Luffy. Quand Luffy va lui briser ses lunettes et l'expédier au fond du sol de Dressrosa, ce n'est pas juste la défaite d'un pirate, c'est la chute définitive du dieu déchu. Et même enfermé tout au fond d'Impel Down, enchaîné au sol, Doflamingo continue de rire. Parce qu'il sait que le monde qu'il a contribué à corrompre est au bord de l'explosion, et que la guerre pour le trône ne fait que commencer. Au final, Doflamingo est peut-être le meilleur antagoniste d'Eiichiro Oda parce qu'il nous pose une question dérangeante. Qu'est-ce qu'on fait des monstres que le système a créés? Il nous rappelle que la frontière entre le bien et le mal est souvent une question de circonstances et d'entourage. Si Doflamingo avait croisé la route d'un homme comme Corazon, au lieu d'un homme comme Trebol, l'histoire du monde aurait été totalement différente. Dans un monde où les dieux peuvent saigner, la vraie justice n'appartient pas au plus fort. Elle appartient à ceux qui, malgré la cruauté du monde, choisissent de rester humains. Merci d'avoir suivi cette analyse jusqu'au bout et n'hésitez pas à me dire en commentaire quel autre personnage vous aimeriez qu'on décortique ensemble.